sur ce thème que vous connaissez bien maintenant, les nouveautés thérapeutiques. Mais avant de débuter, je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux, comme on dit, mes meilleurs vœux pharmaceutiques. Alors le thème, vous le connaissez, mais je vais quand même fixer les objectifs de cette formation. Alors nous avons 3 points qui vont se succéder: suivre l'actualité et les évolutions thérapeutiques, positionner les nouveaux médicaments par rapport à l'existant, et enfin, acquérir des notions pratiques pour la dispensation. Alors, on vous a préparé des fiches que vous allez recevoir, bien évidemment, où tout ce que je vais dire ce soir se trouvera sur ces fiches. Donc, ça sera tout à fait confortable pour vous, sachant que ces fiches, vous avez un recto où vous avez ce que vous devez connaître sur la molécule nouvelle, et surtout à l'arrière, vous avez ce que vous devez dire au patient. Pourquoi? Parce que lorsqu'un médicament nouveau arrive sur le marché, vous ne le connaissez pas, et donc on ne sait pas quel discours avoir lors de la dispensation. Donc finalement, vous avez les phrases qui sont toutes prêtes et qui vous permettront d'entamer la conversation avec votre patient. Alors, quels sont les produits que nous allons travailler ce soir? Alors, vous avez la liste sous les yeux. Vous voyez qu'il y a 13 produits. Alors, tout à fait à gauche, vous avez la classe médicale, cancérologie, dermatologie, etc., etc. Ensuite, vous avez le nom de spécialité, puis la DCI, et enfin, à droite, vous avez l'indication de cette spécialité. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de secteurs que nous allons travailler. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que parmi toutes ces molécules nouvelles, parmi ces 13 nouveaux médicaments, nous avons 6 médicaments biologiques. Vous savez, ce sont ces médicaments biologiques qui, dans une dizaine d'années, donneront ce qu'on appelle les biosimilaires. Et parmi ces 6 médicaments biologiques, nous avons 4 anticorps monoclonaux. Nous sommes vraiment à l'ère donc des médicaments biologiques et à l'ère des anticorps monoclonaux. Vous allez comprendre au fil du déroulement de cette soirée. Dans ce cadre gris, je vais inscrire les médicaments qui ont une composante immunosuppressive. Donc aujourd'hui, sur le marché, apparaissent de très nombreux médicaments à activité immunosuppressive. Vous savez, ce sont ces médicaments qui permettent de traiter, par exemple, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, la rectocolite hémorragique, etc., etc. Donc, vous voyez, on peut dire qu'on a mis le paquet sur cette grande série médicamenteuse que sont les médicaments de l'immunité. On va tout de suite commencer par le secteur cancérologie avec la molécule dont on va voir tout à l'heure, le talazoparib, sous le nom de Talzenna. Alors vous avez dans un encadré, vous voyez, vous lisez liste 1, prescription hospitalière, etc. Alors ça, je ne vais pas perdre le temps à le dire pour chaque molécule, puisque ça se trouve en fait sur les fiches que vous allez recevoir. Donc ce nouveau médicament de la cancérologie s'appelle Talzenna. Sa DCI, c'est le talazoparib, et vous le voyez, il est disponible sous la forme de gélules dosées à 0,25 et à 1 mg. Alors je vous ai mis en dessous la structure chimique. Alors ce n'est pas pour faire beau, mais c'est pour vous montrer que c'est un médicament chimique. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de médicaments biologiques. Donc voilà un médicament chimique, et nous verrons tout à l'heure qu'il y a beaucoup de médicaments biologiques, mais je ne mettrai pas la structure parce que ce sont principalement des anticorps monoclonaux et leur structure est extrêmement complexe. Donc ici, médicament chimique. Donc il fait partie de ce qu'on appelle la chimiothérapie orale. Alors où en sont les médicaments qui appartiennent à ce groupe? Eh bien c'est le groupe des inhibiteurs PARP. Alors PARP, vous allez me dire, ça veut dire quoi? PARP en fait, ça veut dire, c'est les premières lettres de poly-ADP, ribose, polymérase. Et donc, vous avez un suffixe parib qui a été attribué à chacune de ces DCI. Alors, vous voyez, pour le moment, alors je dis pour le moment parce que c'est une classe en extension et très probablement, vous allez avoir différentes molécules qui vont sortir dans cette classe. Vous avez l'olaparib, le niraparib, le rucaparib et le tout dernier, le talazoparib. Alors, vous voyez qu'au point de vue des indications, eh bien, ils ont en commun le plus souvent le cancer de l'ovaire en indication, et cancer de l'ovaire, cancer des trompes de Fallope et cancer péritonéal primitif. Et vous voyez que pour le premier qui a été mis sur le marché, il a d'autres indications comme le cancer du sein,
le cancer du pancréas et le cancer de la prostate. Quant au dernier apparu sur le marché, il a aujourd'hui seulement le cancer du sein. Alors je dis aujourd'hui, pourquoi? Parce que vous le savez très souvent, quand un médicament arrive sur le marché, quelques mois ou quelques années après, peuvent apparaître des extensions d'indications. Alors ce médicament sert à traiter le cancer du sein. En fait, je ne devrais pas dire le cancer du sein. Je devrais dire sert à traiter un cancer du sein. Parce qu'il n'y a pas un seul cancer du sein, vous avez différentes espèces de cancer du sein. Alors, à l'officine, posons-nous la question, est-ce que vous avez besoin de savoir, lorsque vous dispensez un produit pour le cancer du sein, est-ce que vous avez besoin de savoir toutes les précisions que nous donne l'AMM indication? Pas forcément. À partir du moment où vous savez qu'en face de vous, la cliente a un cancer du sein, je pense que c'est suffisant pour pouvoir lui donner tous les conseils qui vont avec. Alors, si je regarde dans l'indication AMM, le cancer du sein, donc, ce produit sert à traiter le cancer du sein, mais en monothérapie. Alors, quel cancer du sein? Eh bien, un cancer du sein localement avancé ou métastatique, ça c'est une chose. Ensuite, c'est un cancer HER2 négatif. HER2, en fait, le système HER2 est c'est un facteur de croissance des cellules cancéreuses. Donc, il faut que ce HER2 soit négatif. Par contre, ce qui est très important, il faut que le cancer ait une mutation germinale BRCA. Et ça, c'est très important pour qu'on puisse comprendre, vous allez voir tout à l'heure, le mécanisme d'action. Alors, par ailleurs, on vous précise que la patiente doit précédemment avoir été traitée par anthracycline ou bien taxane, et ça c'est important, donc il faut qu'elle ait eu une chimiothérapie cytotoxique auparavant. Et on dit que si la patiente est atteinte d'un cancer RH positif, c'est-à-dire que si son cancer est hormonodépendant, elle doit préalablement avoir reçu une hormonothérapie. Alors ce qu'il faut comprendre pour appréhender le mécanisme d'action, c'est qu'en fait, nous avons deux systèmes qui réparent l'ADN. Vous savez que fréquemment, nous pouvons avoir des cassures dans notre ADN et nous avons des systèmes qui permettent de réparer ces cassures. Alors par exemple, nous avons le système BRCA, mais nous avons aussi le système PARP, poly-ADP ribose polymérase. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce traitement par talazoparib? Lorsque la patiente subit l'action d'un cytotoxique, eh bien, ça va provoquer des cassures d'ADN et on sait que ces cassures peuvent être réparées par l'un de ces deux systèmes. Or, on vous a précisé, je vous ai bien précisé tout à l'heure, que cette patiente a subi une mutation germinale, c'est-à-dire que le gène BRCA2 est inactif, donc elle ne pourra pas réparer ces cassures par le système BRCA. Donc, on va casser en plus le système PARP, c'est-à-dire que le talazoparib va venir inhiber le système PARP, donc cette personne ne pourra pas réparer l'ADN et les cellules vont mourir puisque les deux systèmes sont bloqués. Donc c'est extrêmement performant et pertinent. Alors comment se passe le traitement? C'est une chimiothérapie par voie orale. Donc le traitement va se faire tous les jours. Le médicament se prendra à raison de 1 mg une fois par jour à domicile. Donc c'est assez confortable évidemment pour la patiente. Alors vous le voyez, cette personne pourra prendre le traitement soit pendant le repas, soit en dehors des repas. Alors ça c'est important à préciser à la personne parce qu'il y a certains anticancéreux de chimio orale qui, si vous le voulez, si on les prend pendant le repas, perdent beaucoup de leur activité. Donc là, il n'y a pas de souci, soit pendant le repas, soit après le repas. Combien de temps la patiente aura à faire ce traitement? En fait, théoriquement, ces chimiothérapies orales sont faites pendant très longtemps et souvent même à vie. Alors, on précise dans le RCP que le traitement perdurera jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable. Alors, jusqu'à progression de la maladie, ce n'est pas très explicite pour les patientes. En fait, on comprend, si la maladie progresse, ça veut dire que le traitement n'est plus efficace. Donc, si le traitement n'est plus efficace, cette personne aura tous les effets indésirables, mais n'aura
absolument aucun bénéfice à faire ce traitement. Donc, on va arrêter lorsqu'il y a cette progression de la maladie. Alors bien sûr, on comprend qu'on puisse arrêter lorsqu'il y a une toxicité inacceptable, parce que ça serait trop difficile à supporter pour la patiente. Alors à ce propos, lorsqu'arrivent des toxicités, alors ça dépendra bien sûr du degré de toxicité, mais vous le voyez, on peut réduire la posologie en fonction de la quantité d'événements toxiques qui surviennent lors du traitement. C'est pour ça qu'on a des gélules à 0,25 mg qui permettent de faire du 0,75, du 0,50 ou du 0,25 mg. Alors, est-ce qu'il y a des effets indésirables? Oui, tous les anticancéreux, quels qu'ils soient chimiothérapie cytotoxique injectable ou chimiothérapie orale, peuvent malheureusement générer des effets indésirables. Alors, si je regarde et si vous lisez les effets indésirables qui peuvent survenir, eh bien, ils s'apparentent très étroitement, si j'ose dire, aux effets indésirables qui peuvent survenir lors de ces fameuses chimiothérapies injectables qui sont faites souvent à l'hôpital. On y retrouve de la fatigue, on y retrouve une atteinte, vous le voyez, des lignées sanguines avec de l'anémie, une neutropénie, une thrombopénie, mais aussi on peut trouver des nausées, des céphalées et bien d'autres effets aussi. Alors ce qu'il faut bien préciser aussi, c'est que s'il y a des effets indésirables avec les chimiothérapies orales, certes il y en a, mais ils sont peut-être moins intenses que ceux qui survenaient lors des chimiothérapies injectables. Quelques recommandations à connaître bien sûr lors de la dispensation. Ce que vous pouvez dire, c'est que à la personne qui vient chercher son traitement, c'est qu'elle devra bénéficier d'une surveillance hématologique. Un hémogramme sera fait avant le traitement et ensuite mensuellement, si cliniquement indiqué, bien évidemment. Vous le voyez, les 3 lignées sanguines peuvent être atteintes. Alors vous avez à droite de l'anémie, par exemple, ce qui survient à fatigue, essoufflement, pâleur, ce sont les signes cliniques de l'anémie, leucopénie, etc., etc. Donc si ces troubles, si ces symptômes surviennent, eh bien, il faudra très vite consulter le médecin parce que le médecin devra prendre une décision et devra peut-être donner des facteurs de croissance érythrocytaires, des facteurs de croissance granulocytaires, etc. Donc on peut améliorer bien évidemment ces problèmes hématologiques, mais il faut que le médecin soit au courant. Ensuite, vous avez un autre secteur qui est important, c'est celui des interactions médicamenteuses. Eh bien malheureusement, Talzenna expose à de nombreuses interactions médicamenteuses, vous le voyez en particulier avec ce qu'on appelle les pompes des flux, par exemple la PGP. Alors vous allez me dire, mais M. Buxeron, qu'est-ce que c'est qu'une pompe des flux? Eh bien, lorsqu'un médicament rentre dans une cellule, eh bien ce médicament va faire son effet, et bien sûr, il devra sortir de la cellule, sinon il s'accumulerait et il deviendrait toxique pour la cellule. Eh bien, ce sont ces pompes des flux qui font sortir le médicament de la cellule. Alors, on comprend bien évidemment que si on inhibe cette pompe des flux, eh bien, le médicament va s'accumuler dans la cellule et deviendra toxique. Donc, vous voyez, il y a bien sûr des posologies à diminuer de Talzenna. Vous avez la liste des inhibiteurs puissants de ce PGP. Et puis, vous avez aussi les inducteurs de PGP. Évidemment, si on induit la PGP, le médicament sortira beaucoup plus facilement de la cellule et donc on risque d'avoir une exposition inférieure au talazoparib. Donc pensez à ces interactions médicamenteuses. Mais vous avez des logiciels, ils vont travailler pour vous. Nous ne sommes pas des encyclopédies ambulantes et heureusement, ils vous listeront tous les effets, les interactions médicamenteuses qui pourront survenir. Qu'en est-il dans le domaine de la grossesse et de l'allaitement? Eh bien, c'est un anticancéreux. Donc, la grossesse contre-indiquée, l'allaitement contre-indiqué. Donc, une femme en âge de procréer devra subir une contraception hautement efficace. Quand on dit hautement efficace, cela veut dire qu'il faut utiliser, vous le savez, 2 méthodes non hormonales complémentaires pendant le traitement. Bien savoir également que si cette personne arrête son traitement, eh bien elle devra continuer sa contraception pendant au moins 7 mois après l'arrêt. Bien sûr, un test de grossesse sera fait avant le traitement
Et maintenant, qu'en est-il des patients de sexe masculin? Vous le savez, mais c'est assez rare, mais ça peut exister, ça peut arriver. Un homme peut être victime d'un cancer du sein, ça arrive. Eh bien, si c'est le cas et s'il est traité par Talzenna, lui aussi devra se plier à une contraception efficace. Et donc, s'il arrête le traitement, cette contraception devra perdurer 4 mois après l'arrêt du traitement. Voilà ce qu'on peut dire sur ce Talzenna qui, je le répète, est une chimiothérapie orale. Et donc, vous pouvez bien évidemment prendre ce patient, cette patiente, en entretien oncologique. Nous abordons maintenant la spécialité Otezla, qui a pour DCI apremilast. Comme vous pouvez le constater, c'est une molécule chimique, puisque vous voyez en bas, je vous ai mis la structure. Ce qu'il faut retenir de cette spécialité, c'est que vous avez en fait 2 conditionnements. Alors j'en ai encadré un en rouge, l'autre en bleu. Vous avez un conditionnement initiation, et ça c'est très important de bien insister, on va le voir tout à l'heure, lorsque vous allez délivrer ce conditionnement, que le patient respecte l'ascension posologique. Dans ce conditionnement initiation, il y a 4 comprimés à 10 mg, 4 à 20 et 19 à 30 mg. Et puis vous avez un autre conditionnement, après pour le futur, qui est constitué uniquement de comprimés à 30 mg. À quoi sert-il? À quoi sert cette spécialité? Eh bien, tout d'abord, le psoriasis, le rhumatisme psoriasique et la maladie de Behçet. Le psoriasis en plaques, tout le monde sait ce que c'est. C'est un psoriasis extrêmement étendu sur le dos, sur le corps, etc. Le rhumatisme psoriasique, c'est quoi? C'est très souvent une complication du psoriasis, mais pas que. Ça peut être un rhumatisme, tout simplement, pour lequel il n'y a absolument pas de plaque de psoriasis, mais on l'appelle rhumatisme psoriasis parce qu'il a des similitudes avec ce rhumatisme, avec ces personnes qui ont un psoriasis compliqué. Et enfin, la maladie de Behçet et l'Otezla, donc, a eu cette nouvelle indication pour cette maladie qui se caractérise par des ulcérations buccales, autrement dit, vous avez des aftes, en particulier dans la cavité buccale, mais aussi souvent tout au long du tube digestif. C'est une maladie extrêmement douloureuse. Donc, Otezla, pensez psoriasis, rhumatisme psoriasique et maladie de Behçet. C'est un immunosuppresseur sélectif. Alors le mécanisme d'action est un petit peu complexe, je vous l'avoue. Eh bien, ce médicament inhibe ce qu'on appelle la phosphodiesterase de type 4. Or, on sait que lorsqu'on inhibe cette phosphodiesterase de type 4, eh bien, on va augmenter les taux d'AMP cyclique. Et quand on augmente les taux d'AMP cyclique, eh bien, on active une protéine kinase, vous le voyez sur le schéma en rouge, TKA. Eh bien, lorsque cette protéine kinase est activée, eh bien, elle va finalement moduler la production des cytokines. Autrement dit, quand votre patient est sous Otezla, eh bien, ce patient, au cours de son traitement, va voir diminuer son taux de cytokines pro-inflammatoires, et ça c'est rudement intéressant pour ces maladies qu'on vient de citer, et par contre, ça va lui permettre d'augmenter le taux de cytokines anti-inflammatoires. C'est ce qu'on appelle un modulateur cytokinique. Il augmente les bonnes cytokines et il diminue les mauvaises cytokines. Donc c'est un traitement extrêmement performant et intéressant. Comment se prend le traitement? Eh bien, vous le voyez, 2 fois par jour, le malade va prendre 30 mg d'Otezla. S'il a une insuffisance rénale, la posologie sera rabaissée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est très important pour vous, pour le conseil à l'officine, quand vous allez avoir, et vous en avez certainement eu, un patient sous Otezla, bien lui dire qu'il faut qu'il respecte absolument l'ascension posologique. Sinon, il aura trop d'effets indésirables sur la sphère gastro-intestinale. Alors vous voyez, on y va doucement, hein. Le premier jour, c'est seulement 10 mg. Le deuxième jour, matin 10, soir 10. Le troisième jour, 10 mg le matin. Ah, par contre, le soir, on va passer à 20 mg. Le quatrième jour, ce sera 20 mg le matin et 20 le soir. Et à partir du 5e jour, on pourra le soir commencer la dose de 30 mg. Et à partir du 6e jour,
on prendra 30 mg le matin et 30 mg le soir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi dans la boîte initiation, on n'a pas finalement été jusqu'au 6e jour? Eh bien, on a mis 19 comprimés à 30 mg pour voir justement si le patient tolère ces 30 mg 2 fois par jour. Donc, si le patient tolère ces 30 mg 2 fois par jour, le médecin, bien sûr, lors de la prochaine consultation, prescrira uniquement la boîte à 30 mg. Quelques recommandations. Je vous ai dit en effet tout à l'heure que lorsque le patient ne respecte pas l'ascension posologique, malheureusement, il aura une sonnette d'alarme puisqu'il aura des gros effets digestifs. Alors ces effets digestifs, alors, ils peuvent arriver aussi même si le patient respecte l'ascension posologique, mais surtout lorsqu'il ne respecte pas. Eh bien, les premières semaines de traitement seront un petit peu difficiles, au moins les 2, 3, jusqu'à la 4e semaine. Alors, n'exagérons pas tout de même, ces effets digestifs restent dans la plupart des cas d'intensité légère, voire modérée. Bien évidemment, si le patient est plus âgé, eh bien, il sera beaucoup plus vulnérable à ces effets digestifs. Si les troubles digestifs sont très sévères, malgré le respect strict de l'ascension posologique, eh bien, on arrêtera le traitement. Le deuxième point à connaître pour la dispensation, alors le trouble digestif, ça c'est sûr qu'il faut le connaître. Mais le deuxième point qu'il faut vraiment connaître également, c'est le risque de troubles psychiatriques. Alors bien évidemment, ces troubles psychiatriques ne vont pas survenir le 2e ou le 3e jour, mais un petit peu plus tardivement, au bout de quelques semaines. Eh bien, ces troubles psychiatriques seront essentiellement de l'insomnie et de la dépression. Alors c'est vrai que ça fait drôle de dire troubles psychiatriques et d'y mettre l'insomnie, parce que beaucoup de personnes ont de l'insomnie et vont se dire, tiens, je suis dans le domaine de la psychiatrie. Non, pas du tout. C'est comme ça, la psychiatrie, c'est, si j'ose dire, accaparer les troubles insomnie. Donc, insomnie, dépression, dont le patient devrait être surveillé attentivement, surtout, évidemment, s'il a des antécédents psychiatriques et s'il prend en même temps des médicaments qui peuvent malheureusement induire des troubles psychiatriques. Alors vous, à l'officine, il faut avoir la puce à l'oreille. C'est-à-dire que si un malade revient à l'officine et vous dit, alors vous lui posez la question, bien évidemment, alors comment ça va? Il vous dira, oui, ça va sur le plan digestif. Moi, au début, ça a été difficile. Voilà, mais maintenant, ça va. Mais par contre, je ne sais pas si c'est lié au traitement, mais je ne dors plus. Et puis, je n'ai pas bon moral. Ayez la puce à l'oreille et dites-lui, voilà, ce sont des effets connus, les troubles du sommeil et la dépression. Allez voir le médecin. Il faut vraiment qu'il soit au courant. Donc pensez-y, ça peut être très intéressant et important pour le patient que vous puissiez l'aider dans cette démarche. Autre recommandation, ce sont les patients avec une insuffisance pondérale. Si ce patient a un poids insuffisant avant la mise sous Otezla, eh bien, on va contrôler bien évidemment son poids à intervalles très réguliers. Par contre, si la perte de poids est inexpliquée et cliniquement significative au cours du traitement, c'est-à-dire que le patient a un poids normal, et puis sous Otezla, ou pendant la période qu'il est sous Otezla, on s'aperçoit qu'il perd du poids. Donc le médecin va devoir chercher pourquoi. Alors évidemment, il va chercher les autres causes éventuelles, et s'il ne trouve pas de cause possible à cette perte de poids, eh bien, il attribuera la perte de poids au traitement Otezla, et dans ce cas-là, l'arrêt du traitement pourra être envisagé. Et par ailleurs, vous le voyez, il y a d'autres effets indésirables qui peuvent survenir, donc il faudra surveiller, par exemple, l'apparition de douleurs abdominales, de douleurs dorsales, etc., etc. Quelques interactions, mais il y en a une que je tiens à vous signaler. Alors, on précise évidemment dans le RCP, vous le voyez, l'association n'est pas recommandée avec des inducteurs puissants. Alors, si je regarde la liste des inducteurs puissants, j'y vois la rifampicine, le phénobarbital, la carbamazépine, la phénitoïne. Bon, ce sont des médicaments qu'on ne délivre pas tous les jours, en particulier le phénobarbital. Mais, vous voyez, en rouge, j'ai bien insisté sur le millepertuis. Pourquoi? Parce que ce patient, qui donc perd le moral, peut ouvrir la porte de la pharmacie familiale, vous savez, la petite armoire qu'on a tous chez soi, et peut-être qu'il y a du millepertuis parce que quelqu'un de la famille aura pris ce millepertuis, en aura été très content du reste, et se dit « Waouh, moi j'ai pas le moral, tu vas voir, je vais prendre du millepertuis ». C'est
pas du tout recommandé. Pourquoi? Parce que c'est un inducteur puissant et que ça va, excusez-moi l'expression, mais lui flinguer son traitement. C'est-à-dire il n'aura plus ce traitement par Otezla. Donc pensez-y et dites-lui de ne pas s'automédiquer par millepertuis. Quant à la grossesse et l'allaitement, bien sûr, la grossesse, non. L'allaitement, non. Et les femmes en âge de procréer devront respecter une contraception efficace pendant tout le traitement par après-milaste. Nous arrivons à une spécialité que vous connaissez bien. On en parle ce soir parce que vous allez voir, il y a eu quelques petites précisions, quelques petits affinages pour le Dupixent. Le Dupixent, alors vous voyez, je n'ai pas mis de structure chimique. Et oui. Par contre, j'ai mis à droite de la DCI. Alors, dans la DCI, vous le voyez, il y a en rouge MAB, monoclonal antibody, mais vous avez à droite une espèce de Y. Pourquoi? Parce que l'anticorps monoclonal a une structure très particulière, une structure en Y, on va voir tout à l'heure. Alors ce dupilumab, donc, est un anticorps monoclonal, c'est une grosse molécule, vous allez voir, donc assez instable et qui ne peut pas être prise par voie orale. Tous les anticorps monoclonaux sont administrés par voie injectable. Et vous voyez, il y a deux dosages, 200 et 300 mg. Alors bien sûr, c'est une liste 1, etc., etc. Mais sachez aussi que les anticorps monoclonaux, en général, sont tous conservés à température entre 2 et 8 degrés. Ce sont des médicaments de la chaîne du froid. Alors par contre, il est intéressant de pouvoir dire aux patients que ce médicament peut être sorti de la chaîne du froid et pendant quelques jours. Vous voyez, je vous ai marqué peut-être conservé hors du réfrigérateur jusqu'à 25 degrés pendant 14 jours maximum. Et je pense qu'il vaut même mieux le laisser hors du frigo plutôt que de le rentrer dans le frigo, de le sortir, puis de le rentrer à nouveau. Ça, c'est pas très bon pour la conservation. Une fois que le patient a sorti son Dupixent du frigo, il va le conserver 14 jours à température ambiante, si j'ose dire. J'ai un petit souci, ça passe plus. La technique, c'est bon? Et moi, ça va repartir après? Oui, donc c'est génial. Merci beaucoup. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'anticorps monoclonal avait une forme de Y. Eh bien, regardez, à droite, alors c'est schématisé, hein, évidemment, mais voyez l'anticorps monoclonal. Les petits points que vous voyez, les petits points rouges, les petits points blancs, les petits points gris, bleus, etc., c'est un atome de carbone, d'hydrogène, d'azote, d'oxygène. Vous imaginez l'immensité de cette molécule. Pour vous donner une idée, l'aspirine, qui est une molécule chimique, donc l'acide acétylsalicylique, molécule chimique, poids moléculaire 180. Ici, devinez le poids moléculaire, je vous donne en 1000, 180 000, d'accord? 180 000, 180 pour une molécule chimique. Vous voyez, il n'y a pas photo. Alors vous voyez un Y parce que, évidemment, cette molécule a vraiment l'aspect d'un Y et chaque partie de l'Y, vous voyez, est très spécifique. Hein. Vous avez par exemple la partie supérieure des branches du Y, c'est le site de liaison à l'antigène, et la partie inférieure, c'est la capacité d'interaction avec le système immunitaire. Donc tous ces anticorps monoclonaux sont représentés chimiquement sous la forme d'un Y. À quoi sert cette molécule? Vous la connaissez bien évidemment, donc je ne vous apprends rien, si ce n'est qu'on va affiner. Cette molécule Dupixent, ce médicament Dupixent, sert à traiter la dermatite atopique. Alors vous le voyez à partir de l'âge de 6 ans, l'asthme sévère à partir de l'âge de 6 ans et la polypose naso-sinusienne de l'adulte. Mais là, ce sera uniquement le dosage à 300 mg. Alors on parle de plus en plus du reste de cette polypose parce que c'est vrai que la détection par les médecins est beaucoup plus efficace qu'elle ne l'était autrefois. Donc on voit beaucoup de polypose naso-sinusienne. Et regardez bien, la petite nouveauté qui date de novembre 2022, c'est que le dupilumab, le Dupixent, vous le voyez, a eu une autorisation d'accès précoce octroyée donc à cette spécialité dans l'indication traitement de la DA dans la dermatite atopique sévère de l'enfant âgé de 6 mois à 5 ans. Donc, le fin de l'histoire, c'est que vous pouvez avoir d'ores et déjà à l'officine des ordonnances à partir
de l'âge de 6 mois. Donc un bébé, à partir de 6 mois, peut être traité par Dupixent. Donc c'est la nouveauté. Et je vous dis, c'est très nouveau, puisque ça date du 10 novembre 2022. Comment fonctionne ce produit? Eh bien, c'est un produit qui est ce qu'on appelle un inhibiteur d'interleukine. On le sait, les interleukines, en particulier 4 et 13, sont des cytokines très impliquées dans les phénomènes inflammatoires. Donc, on cherche à les bloquer. Alors, vous le voyez sur la gauche, on va bloquer en fait le dupilumab, ce petit Y, vous le voyez, va bloquer le récepteur de l'interleukine 4 et de l'interleukine 13, et ainsi, on va stopper l'action de ces cytokines inflammatoires. Et donc, on va réduire considérablement l'inflammation chez notre patient. La posologie est variable selon les indications et selon l'âge du patient. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous avez dans tous les cas une dose initiale. Ensuite, lorsque cette dose initiale aura été donc injectée, 2 semaines après ou 4 semaines après, on pourra commencer la posologie d'entretien et on fera une posologie d'entretien donc tous les 2 à 4 semaines. Alors c'est une injection par voie sous-cutanée et le patient peut lui-même s'injecter après apprentissage de la technique. Alors vous voyez, les zones injectionnelles sont au niveau de l'abdomen, au niveau des cuisses, mais aussi au niveau des bras. Mais au niveau des bras, ce n'est pas très facile pour se faire les injections soi-même. C'est pour ça qu'on a mis ici injection uniquement par aide-soignante. Donc soi-même, si on veut faire les injections, ça sera dans la partie abdominale et au niveau des cuisses. Alors vous le voyez, un exemple de posologie pour la dermatite atopique chez l'adulte. La dose initiale est de 600 mg, la dose d'entretien est de 300 mg toutes les 2 semaines. Vous voyez également un autre exemple pour la polypose naso-sinusienne chez l'adulte. La dose initiale sera de 300 mg et ensuite 300 mg toutes les 2 semaines. Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Oui. Vous savez, je ne connais pas beaucoup de médicaments, et vous le savez aussi bien que moi, qui soient dénués d'effets indésirables, hélas. Alors les plus fréquents, mais réfléchissons, c'est un anticorps monoclonal. Donc cet anticorps monoclonal, évidemment, peut générer des réactions au site injectionnel, parce qu'on va injecter une molécule très grosse dans le tissu cutané, sous-cutané, et il y aura une réaction de la part de l'organisme. Donc RSI, réaction au site injectionnel. On pourra avoir des patients qui ont des conjonctivites, des arthralgies, de l'herpès buccal, parce que ce produit a une petite composante immunosuppressive, bien évidemment. Quelques recommandations à bien connaître. Qu'en est-il des glucocorticoïdes? En effet, très souvent, pour les indications de Dupixent, le malade était traité auparavant par corticoïdes. Eh bien, surtout, il faut lui dire, et en particulier pour l'asthme, de ne pas arrêter les corticoïdes après instauration du Dupixent. Donc, si on veut réduire les corticoïdes, ça sera que sur programmation du médecin qui dira, voilà, on va réduire les corticoïdes, mais on le fera petit à petit. Donc, bien dire au patient, vous êtes sous corticothérapie, donc vous n'abandonnez pas vos corticoïdes, vous les continuez, seul le médecin vous fera un programme éventuel de dégression progressive de cette corticothérapie. Autre petite recommandation peut-être dont il faut parler, c'est le cas des infections par les helminths. Si le patient, avant la mise sous Dupixent, a une infection préexistante par les helminths, eh bien le patient sera traité avant le début de Dupixent. Maintenant, si l'infection par les helminths survient en cours de traitement, eh bien le malade sera bien évidemment traité. Et si le malade ne répond pas au traitement anti-helminthique, eh bien on devra interrompre évidemment ce traitement par Dupixent. Pourquoi? Parce que lorsque l'organisme est un peu immunodéprimé à cause de Dupixent, eh bien on va assister à une prolifération de l'infection par helminth. Maintenant, il peut arriver également des troubles oculaires. Et c'est très important de connaître la possibilité de ces troubles oculaires à cause de Dupixent,
Parce que si un patient revient à l'officine pour un renouvellement de Dupixent, et s'il vous dit bah, depuis quelque temps, je sais pas, je vois plus très bien, ma vision est floue, et puis ça me fait mal, l'œil est très irrité le matin, il faut absolument qu'il consulte un ophtalmologue. Autre problème, comme ce médicament est à composante immunosuppressive, c'est le problème des vaccinations. Eh bien, vous le voyez, vaccin vivant atténué, non. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir une réactivation compte tenu de l'immunosuppression. Donc, on ne peut pas faire de vaccination par vaccin vivant et vaccin atténué. Par contre, on peut très bien vacciner par vaccin inactivé ou non vivant. On peut très bien vacciner pour la grippe, on peut très bien vacciner pour le Covid. Il n'y a absolument aucun problème. Peu d'interactions médicamenteuses, ça c'est quand même assez intéressant, mis à part évidemment les vaccins vivants dont on vient de parler tout à l'heure. Et quant à la grossesse, eh bien on peut, même si on est sous Dupixent, bénéficier d'un traitement lors de sa grossesse. Et par contre, on va analyser le bénéfice-risque. C'est le médecin qui va décider. S'il constate que le bénéfice est supérieur au risque, on pourra maintenir le traitement. L'allaitement également, la décision sera prise avec le médecin. Nous allons aborder maintenant une classe extrêmement intéressante qui est la classe des glyphosines. Nouvelle classe, très intéressante. Eh bien, cette nouvelle classe des glyphosines, on va commencer par la spécialité Jardiance. Vous voyez, a pour DCI empagliflozine. Alors, je sais que la DCI n'est pas facile à dire du tout parce que vous avez deux L. Vous en avez un après le G et un après le F. Glyphosine. On dit souvent empagliflozine. Donc, c'est bien empagliflozine. C'est un médicament par voie orale. Vous avez un médicament chimique, donc. Ce sont des comprimés pelliculés à 10 et à 25 mg. Alors, quelles sont les glyphosines actuelles et à venir? Alors, ces glyphosines, elles peuvent être non associées. Alors, c'est par exemple le cas de la dapagliflozine avec le Forxiga, que vous connaissez tous. Vous voyez, le Forxiga a 3 indications. Le diabète de type 2, l'insuffisance cardiaque et la maladie rénale chronique. Ensuite, le tout nouveau, l'empagliflozine Jardiance, qui lui est indiqué dans le DT2 et dans l'insuffisance cardiaque. Et puis, vous avez les glyphosines associées. On a en effet associé la glyphosine à un autre principe actif que vous connaissez tous très bien, qui est la metformine, d'où le nom Xig-duo. C'est un duo de dapagliflozine et de metformine, et Synjardy, synergie avec empagliflozine et metformine. Et vous le voyez, effectivement, puisqu'on a associé la metformine, qui est essentiellement un antidiabétique, on a perdu les autres indications, et donc ces médicaments où la glyphosine est associée, eh bien, ça sera uniquement le diabète de type 2. Alors, d'autres glyphosines sont prévues et vont arriver dans vos officines dans quelques temps. C'est la Canal, l'Ertu et la sotagliflozine. Donc, vous voyez, une classe en développement. Regardons les indications de Jardiance. Donc, Jardiance, comme je le disais tout à l'heure, bénéficie de 2 indications, le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque. Alors, vous voyez, diabète de type 2 chez l'adulte, insuffisamment contrôlé, bien sûr en complément d'un régime alimentaire et d'un exercice physique, ça va de soi. Alors, soit en monothérapie, vous le voyez, soit associé à d'autres médicaments du diabète de type 2 si nécessaire. Et puis, l'autre indication, je le dois dire assez inattendue, qui est l'insuffisance cardiaque chez l'adulte, on précise, chronique et asymptomatique. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi cette insuffisance cardiaque? On va voir tout à l'heure, le mécanisme d'action va nous l'expliquer. Alors, je voudrais prendre la température auprès de l'HAS. Que nous dit l'HAS? Eh bien, les glyphosines constituent, d'après l'HAS, un progrès pour les complications cardiovasculaires et rénales du patient diabétique à un stade avancé. Alors, bien évidemment, on vous précise la nécessité d'un suivi en vie réelle, c'est tout à fait normal, pour ces médicaments
au profil de tolérance particulier, il est nécessaire, autrement dit, de faire un suivi, parce que c'est une nouvelle molécule, et donc on veut en savoir plus sur les potentiels effets indésirables que pourraient générer ces nouvelles classes. Alors, regardons le mode d'action. Alors, je sais que ça paraît un petit peu complexe quand on voit la diapositive, on est un petit peu affolé, on dit oh là là. Mais non, vous êtes familiarisé avec l'élément de base du rein, qui est le néphron, avec sa capsule, vous le voyez, et puis les tubes contournés, etc., puis le tube collecteur. Eh bien, on sait que les glyphosines aujourd'hui sont des inhibiteurs du cotransporteur de sodium-glucose de type 2. Vous voyez, sodium-glucose, c'est important. Alors vous le savez très bien que l'urine est récupérée donc à partir du sang dans la capsule. Vous voyez ce petit peloton rouge là de vaisseaux sanguins, et puis l'urine primitive va continuer sa course dans le tube descendant et ascendant, etc. Eh bien, il y a heureusement une récupération en partie du sodium et du glucose qui ont été filtrés au niveau de la capsule de Bowman, heureusement, qu'on récupère, grâce à ce cotransporteur. Eh bien, on a eu l'idée de créer un inhibiteur du cotransporteur, dont on va empêcher ce transporteur de réintégrer le sodium et le glucose en partie dans l'organisme, et donc ce glucose et ce sodium vont partir dans l'urine. Donc, ce produit, ces glyphosines, ont deux spécificités. Ce sont des glucorétiques qui font éliminer le glucose et des natriurétiques qui font éliminer le sodium. Donc, quand on fait éliminer le sodium, on comprend qu'on peut avoir une efficacité sur le système cardiovasculaire. Vous voyez ici, vous avez la lumière, c'est-à-dire le tube dans lequel circule l'urine. Vous avez au milieu une cellule du néphron et puis le système, le compartiment sanguin. Et vous voyez, la glyphosine va barrer le SGTL2, donc on ne récupère plus le sodium et le glucose, comme je vous le disais, d'où cette action glucorétique et natriurétique. Donc très intéressant et très novateur comme mode d'action. Alors maintenant, quelles sont les posologies? Vous le voyez, dans le diabète de type 2, le malade va se traiter tous les jours, va prendre soit 10, soit 25 mg s'il en a besoin, s'il a besoin d'un contrôle plus important de sa glycémie, alors que dans l'insuffisance cardiaque, ce sera seulement 10 mg une fois par jour. Donc vous voyez, dans DT2, on va commencer par 10, et puis si besoin, on va aller jusqu'à 25 mg une fois par jour. Alors maintenant, si le médicament est associé à de l'insuline ou à un sulfamide hypoglycémiant, eh bien on sera peut-être amené à baisser ces doses d'insuline et de sulfamide hypoglycémiant pour éviter le risque d'hypoglycémie. Alors une chose intéressante à préciser aux patients, c'est que ce médicament, cette glyphosine, peut se prendre soit pendant le repas, soit en dehors des repas. Il n'y a absolument aucune raison de le prendre pendant ou après, c'est au choix, c'est le patient qui va choisir. Alors par contre, ce qui est très important, je vous ai dit tout à l'heure que le mécanisme d'action se faisait au niveau rénal, donc s'il y a une mauvais fonctionnement du rein, de la fonction rénale, eh bien vous le voyez, il y aura des adaptations posologiques à faire. Donc dans le Vidal, et ce tableau est réservé pour le prescripteur, donc le médecin, ce qu'il fait avant de prescrire une glyphosine, devra évaluer la clairance de la créatinine et en fonction de la clairance de la créatinine, il va établir la posologie pour le patient. Donc c'est très important de le savoir. Alors, est-ce qu'il y a des effets indésirables? Alors moi, je vous ai donné les effets les plus fréquents. Si la glyphosine est associée à un sulfamide hypoglycémiant ou bien à de l'insuline, eh bien, on peut aller vers l'hypoglycémie, ça a été constaté, mais seulement s'il y a eu cette association à un sulfamide ou à de l'insuline, ce qui veut dire que le médicament tout seul n'induit généralement pas d'hypoglycémie. Par contre, ce médicament peut induire une hypovolémie. Alors pourquoi une hypovolémie? Parce que si on réfléchit bien,
je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a un effet natriurétique. Donc, qui dit effet natriurétique dit perte d'eau, évidemment, dans l'urine. Donc, on peut avoir une hypovolémie. D'autres effets ont été signalés. D'abord, des infections génito-urinaires. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'on élimine du sucre dans l'urine. Et quand on élimine du sucre dans l'urine, effectivement, les germes peuvent proliférer compte tenu de la présence de ces sucres dans l'urine. Bien sûr, une soif, le malade a souvent très soif parce qu'il va évidemment perdre du sodium mais aussi de l'eau. Évidemment, une constipation, donc le tube digestif va se déshydrater, si j'ose dire. Et puis bien évidemment, une augmentation des mictions. Et puis d'autres effets peuvent survenir, par exemple, un prurite et une dyslipidémie. Donc si vous avez un patient qui vient à l'officine en disant « Oh là là, je me gratte depuis quelque temps, je ne sais pas si c'est dû aux médicaments », oui, tout à fait, cela peut être dû aux médicaments, il faut lui conseiller d'aller voir son médecin et d'en parler à son médecin. Et puis de temps en temps, vous verrez peut-être le malade qui a un bilan biologique où on va lui faire doser ses lipides pour être sûr qu'il ne passe pas en dyslipidémie. Quelques recommandations. Évidemment, on va surveiller la fonction rénale. Il ne faut pas oublier que ce médicament a un mécanisme d'action rénal. Donc la surveillance sera chez tous les sujets. Elle se fera avant la mise sous traitement, bien évidemment, pour connaître la clairance de la créatinine, et évidemment aussi avant toute instauration de tout traitement qui pourrait perturber la fonction rénale. Donc, on surveille la fonction rénale. Ensuite, on va surveiller la tension artérielle. On va perdre du sodium, on va perdre de l'eau, donc on peut se douter que peut-être le patient peut avoir de temps en temps une faiblesse au niveau de la tension artérielle. Donc on va surveiller l'état d'hydratation et on va régulièrement prendre la pression artérielle. Et enfin, savoir que au cours d'un bilan urinaire, si on détecte du glucose dans les urines, c'est tout à fait normal, c'est dû finalement au mode d'action, vous le comprenez bien. Alors bien sûr, les interactions médicamenteuses découlent totalement du mode d'action. D'abord avec les diurétiques, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ces produits, ces glyphlosines, sont des diurétiques elles-mêmes, puisqu'elles ont un effet glucorétique et perte d'eau aussi. Donc diurétiques, eh bien, interaction avec les diurétiques thiazidiques, bien évidemment, mais aussi avec les diurétiques de Lens. Avec l'insuline et les insulinosécréteurs, nous en avons parlé tout à l'heure, puisqu'on peut être amené à baisser les quantités d'insuline et d'insulinosécréteurs pour éviter l'hypoglycémie. Et puis, peut-être quelque chose de plus inattendu, mais on comprend, avec le lithium. Eh bien, vous le savez, le sodium et le lithium sont au même niveau dans la classification de Mendeleïev. Donc, quand on élimine un ion lithium, un ion sodium, on va éliminer un ion lithium. Donc ça pose un problème, évidemment, chez les personnes qui ont un traitement à base de lithium. Et vous savez que le lithium est souvent utilisé dans des pathologies psychiatriques. Donc pensez à ces trois possibilités d'interaction médicamenteuse. Donc grossesse, non, absolument pas. Et l'allaitement également, il ne faut pas oublier que c'est un diurétique, que c'est un glucorétique, etc. et natriurétique, donc ça serait dangereux chez la femme enceinte. Ensuite, la spécialité Saint-Jardy. Dans Saint-Jardy, vous avez synergie. Donc, c'est une synergie avec l'empagliflozine et la metformine. Eh bien, cette metformine, vous le voyez dans les comprimés pelliculés, est à 1000 mg, quel que soit le dosage de l'empagliflozine, que ce soit 5 ou 12,5 mg. Alors ce médicament est tout simplement en liste 1. Ce médicament, évidemment, aura perdu les indications insuffisance cardiaque et il sera prescrit uniquement dans le diabète du type 2 de l'adulte, en complément du régime alimentaire ou de l'exercice physique, bien évidemment. Alors là aussi, il faudra évaluer la fonction rénale avant la mise sous traitement et en général, quand on a une fonction rénale normale, ça sera un comprimé 2 fois par jour et dès qu'il y aura un problème rénal, eh bien ça sera une baisse considérable de la posologie. Évidemment, on retrouve ce tableau qu'on avait vu tout à l'heure pour le médicament précédent. Mais ce qu'il faut bien savoir aussi, et peut-être dire à son patient, que la prise au cours du repas est souhaitable compte tenu de la présence de la metformine.
On sait que la metformine est un médicament très mal toléré sur le plan digestif, donc surtout, pensez-y, dites bien à votre patient qui prend du Saint-Jardy, eh bien, de prendre autant que possible ce médicament au cours du repas. Ça lui évitera évidemment beaucoup d'effets indésirables. Comme il y a de la metformine dans le médicament, il y a énormément de contre-indications. Autant tout à l'heure, quand le médicament, la glyphosine était toute seule, il y avait très peu de contre-indications, si ce n'est seulement l'allergie au principe actif ou à l'excipient. Là, vous le voyez, en plus de l'allergie au principe actif et à l'excipient, vous avez l'insuffisance rénale sévère, la maladie aiguë, une maladie aiguë ou chronique, l'insuffisance hépatique, etc., etc. Donc, pensez aux contre-indications. Alors, évidemment, ces contre-indications sont surtout l'apanage du médecin. Donc, avant de prescrire, le médecin devra s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication à la prescription de ce médicament. Les effets indésirables sont globalement identiques à ceux de Jardiance, mais par contre, il y a quelques recommandations plutôt spécifiques. D'abord, savoir que, évidemment, ce médicament, comme il y a de la metformine, nécessitera une surveillance rénale approfondie, beaucoup plus que ce qu'on faisait avec le Jardiance. Alors une surveillance rénale, mais aussi une surveillance cardiaque. Et puis savoir que, à cause de la présence de la metformine, eh bien, lorsque le patient subira une imagerie médicale, eh bien, il faudra arrêter Saint-Jardy avant l'examen et reprendre après un délai minimum de 48 heures. Ceci pour éviter le risque de néphropathie et le risque d'acidose lactique. Mais ça, on le sait, à l'officine, on sait très bien que quand on délivre de la metformine, il faut parler de cette imagerie médicale. Alors là, c'est un petit peu plus sournois parce que la metformine est noyée au sein de la spécialité et on n'y pense peut-être pas toujours. Pensez aussi qu'en cas d'intervention chirurgicale, il faudra arrêter le Saint-Jardy. En général, on l'arrête avant l'intervention, avant l'anesthésie donc, et on va reprendre son médicament 48 heures après. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose parce que vous allez le lire dans le RCP du médicament. Vous voyez, je vous ai mis en travers là ce qu'on peut lire dans le RCP, mais on ne va pas le lire parce que c'est trop petit, mais c'est pour vous montrer simplement que c'est bien dans le RCP. Cette alerte a été faite par l'ANSM dès la fin 2020. Alors, l'ANSM nous dit sensibiliser le patient aux signes et symptômes de la fibrose, de la fasciite nécrosante du périnée. Alors, la fasciite nécrosante du périnée, c'est une maladie très grave qui siège évidemment au niveau du périnée et qui se manifeste par des douleurs et une nécrose des tissus. Donc, l'ANSM préconise d'en parler aux patients. Ceci dit, je ne suis pas sûr qu'il faille d'emblée le lui dire lors de la première dispensation, parce que vous allez affoler votre malade, mais par contre, peut-être au cours des renouvellements, petit à petit, lui dire, voilà, si vous ressentez des douleurs, une sensibilité particulière au niveau de la zone périnéale ou génitale, il faut peut-être aller voir le médecin très rapidement, parce qu'il y a des effets indésirables graves qui pourraient survenir, qui s'appellent la fasciite nécrosante du périnée. Alors, ce n'est pas dû uniquement à l'empagliflozine, c'est un effet indésirable qui peut survenir avec toutes les glyphosines, donc c'est un effet en fait de classe. Donc, si le médecin suspecte une fasciite nécrosante du périnée, parce que ce malade se plaint, etc., eh bien, on arrête l'empagliflozine. Pourquoi? Parce que la nécrose est terriblement dangereuse de ces tissus, et donc on traite rapidement par des antibiotiques, et on va même peut-être utiliser la chirurgie pour enlever ces parties nécrosées au niveau de ces zones génitales. Donc c'est très rare, mais vous allez le voir dans le Vidal, donc c'est pour ça que j'ai préféré vous en parler ce soir, pour que vous ne soyez pas du tout surpris. Et puis peut-être aussi avoir un déclic si le malade se plaint de douleurs dans la zone génitale. Alors, nous allons aborder le Saxenda. Le Saxenda, vous le voyez, qui est pour la nutrition et le contrôle du poids. Le Saxenda, c'est le liraglutide. Vous le connaissez, c'est le Victoza. Mais le Victoza qui a été reformulé, bien évidemment, pour aborder un autre secteur de la thérapeutique qui est celui de l'obésité, de la perte du poids.
Alors, vous voyez, c'est une solution injectable qui peut délivrer, et le stylo peut délivrer des doses de 0,6, 1,2, 1,8, 2,4 et 3 mg. Donc, vous voyez, quand vous voyez des possibilités de délivrance 0,6, 1,2, 1,8, 2,4, eh bien, ça veut dire qu'il y a une posologie probablement progressive. Alors donc, c'est une molécule qui sera à conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 degrés, mais on peut conserver à température ambiante, vous le voyez, un certain temps. Alors, c'est un médicament, vous le savez, qui appartient à la classe des analogues du glucagon-like peptide 1, analogue de GLP-1, vous les connaissez. Vous connaissez le Trulicity, le Victoza, l'Ozempic et le Byetta. Eh bien, vous le voyez, le liraglutide a été mis sous le nom de Saxenda. Et bientôt, alors je dis bientôt, vous allez avoir une spécialité qui va s'appeler Wegovy à base de sémaglutide. Vous savez qu'actuellement, eh bien, beaucoup de personnes, enfin beaucoup, certaines personnes ont tendance à utiliser l'Ozempic hors AMM, alors qu'il n'a pas du tout l'AMM pour la perte de poids. Si je veux dire, il l'utilise sauvagement et ça c'est très dangereux parce qu'on va voir, ce n'est pas un médicament anodin. Mais bon, on va réparer cette situation qui est actuelle grâce à la mise sur le marché d'une vraie spécialité à base de sémaglutide, donc ce qui empêchera évidemment ces problèmes de déviance du sémaglutide pour la perte de poids. Je vais regarder l'AMM indication de plus près. Alors bien sûr, on me dit en complément d'un régime, alors ça c'est obligatoire, hein, d'un régime hypocalorique et d'une baisse de l'activité physique. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Si je regarde chez l'adulte, je vois adulte avec IMC initial supérieur à 30, donc obésité, mais aussi compris entre 27 et 30 en cas de surpoids, alors en présence d'au moins un facteur de risque. Chez l'adolescent supérieur à 12 ans, on vous met que ce médicament peut être utilisé à partir donc de l'âge de 12 ans dans l'obésité. Et ça, j'en conviens, ce n'est pas très explicite sur le Vidal, on vous met correspondant à un IMC supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré chez les adultes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je m'explique. Vous voyez ce tableau qui est dans le Vidal. Vous voyez tout en bas, 18 ans, IMC 30. Bien, donc si je reviens en arrière, il peut bénéficier obésité, donc il peut bénéficier. Je prends un enfant de 12 ans, par exemple une fille, IMC 26,02. Eh bien, on considère que chez une fille, IMC 26,02, ça correspond à 30 chez l'adulte. Donc, je reviens en arrière. Donc, chez l'enfant, pour que l'adolescent supérieur à 12 ans bénéficie de ce traitement, il faut qu'il ait un IMC qui corresponde à 30 chez l'adulte, selon le tableau, mais il faut aussi qu'il ait un poids corporel supérieur à 60 kg. Donc il faut qu'il réponde à ces deux clauses qui sont l'IMC équivalent à un IMC de 30 et un poids supérieur à 30 kg. Donc vous voyez, ce n'est pas n'importe quoi. Donc l'AMM indication est très précis. Donc on ne peut pas conseiller à l'officine ce produit, c'est un médicament de prescription et le médecin, quand il prescrit, doit bien s'inquiéter de répondre à ce que nous dit l'AMM indication. Le mécanisme d'action, vous le connaissez. Quand on mange, eh bien on sait aujourd'hui qu'on libère au niveau de nos cellules intestinales ce fameux GLP-1, le glucagon-like peptide 1, qui est très vite détruit, mais comme on mange et que l'alimentation arrive pendant un certain temps au niveau des cellules intestinales, eh bien on fabrique ce GLP-1. Mais ce GLP-1 est très vite éliminé par une enzyme qui s'appelle la dipeptidyl peptidase 4. Et donc, on sait qu'il y a cette destruction physiologique. Ensuite, on sait que ce GLP-1 eh bien, peut être très bénéfique. Vous voyez, il peut faire baisser la glycémie, il peut faire baisser le poids corporel, mais on ne peut pas injecter du GLP-1. Donc, on a créé deux classes de médicaments.
On a créé des analogues de GLP-1 qui, eux, sont beaucoup plus stables que le GLP-1 naturel, qui ne sont pas détruits par la dipeptidylpeptidase 4. Donc, on peut les utiliser en injection chez un patient. Et puis, vous le savez, on peut bloquer cette enzyme. Eh bien, ça a donné des glyptines, l'Onglisa, le Galvus et le Januvia, vous savez, les glyptines, qui sont des inhibiteurs de dipeptidylpeptidase 4, qui, eux, sont des produits par voie orale. Alors, revenons à nos analogues de GLP-1, donc à notre Saxenda, puisque c'est lui qui nous intéresse ce soir. Mais vous le voyez, il fait baisser la glycémie, certes, mais il fait perdre du poids. Alors, le mécanisme d'action très précis de la baisse du poids est pas encore très exactement connu. On sait toutefois que ce analogue de GLP-1, après injection, va diminuer la vidange gastrique, va diminuer l'acidité gastrique, va augmenter la satiété et va diminuer l'appétit. Donc tout est fait pour que, en fait, cette personne perde du poids. Et donc c'est ce qui se passe. Donc lorsque le patient est sous Saxenda, il a moins d'appétit, ça lui augmente sa satiété, donc sa sensation d'être vraiment rassasié, si j'ose dire. Ça lui diminue sa vidange gastrique, ça lui diminue son acidité gastrique. Alors, ce médicament, Saxenda, s'utilisera, voyez, par voie sous-cutanée, donc c'est quand même très intéressant, mais c'est tous les jours. Et donc, il faut que le patient soit extrêmement motivé pour faire ces injections tous les jours pendant plusieurs mois. Vous le voyez au départ, c'est une posologie croissante. Vous voyez, la première semaine, la personne va s'injecter 0,6 mg tous les jours, donc pendant une semaine, puis 1,2 la deuxième semaine, etc., etc. Alors, les paliers sont de une semaine recommandés, mais au moins une semaine. On peut faire des espaces, par exemple, laisser le patient à 0,6 mg pendant 2 semaines. Ce n'est pas obligatoirement noté de le laisser une seule semaine sous 0,6 mg. Donc ça sera fonction de la tolérance. Mais ce qui est important à bien préciser à votre patient, quand vous allez avoir une délivrance de Saxenda, c'est lui dire, voilà, le médecin vous a prescrit ce produit, attention, respectez scrupuleusement la posologie ascensionnelle, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, comme il aura mentionné sur l'ordonnance. Et puis, au bout d'un certain temps, on passera à la dose d'entretien qui est généralement de 3 mg. Il ne faut pas dépasser du reste 3 mg par injection sous-cutanée. Par contre, vous voyez, ce produit n'est pas forcément recommandé chez les patients qui ont atteint l'âge de 75 ou plus, s'ils sont traités par d'autres produits, ou s'ils ont des obésités secondaires, par exemple dues à des troubles endocriniens ou des troubles alimentaires ou dus à des traitements médicamenteux pouvant entraîner une prise de poids. Et évidemment, non recommandé en cas d'insuffisance rénale et aussi d'insuffisance hépatique. Donc vous voyez, il y a quand même des précisions à apporter à ce produit et ça ne peut pas se faire sauvagement comme certains l'ont fait avec la spécialité Ozempic. Alors, cette injection sous-cutanée devra se faire donc dans les zones classiques, les bras, la zone abdominale ou les cuisses, bien évidemment. Et ce qui est important à noter, c'est que c'est quel que soit le moment de la journée. La personne va choisir le moment où elle voudra se faire l'injection. Mais quand elle aura choisi le moment de la journée, mettons qu'elle décide de faire l'injection tous les jours vers midi, ça sera tous les jours ensuite vers midi. Il ne faudra pas qu'elle le fasse un jour à midi, un jour à 19h, etc., etc. Non, elle a le choix, bien sûr, dans le moment de cette injection, mais lorsqu'elle aura choisi l'heure, elle devra s'y tenir tous les jours pour qu'il y ait 24 heures entre les injections. Ça, c'est très important. Alors, est-ce qu'il y a des effets indésirables? Vous allez me poser la question. Pourquoi? Parce que c'est un produit pour maigrir, donc on veut bien maigrir, mais on ne veut pas avoir d'effets indésirables. Donc, est-ce qu'il y a des effets indésirables? Oui, il y en a. Alors, il y a surtout des effets du reste digestif, avec des nausées, avec des vomissements, avec des diarrhées et de la constipation. Ça, on y échappe rarement. Il peut y avoir également des maux de tête. Il y a également d'autres effets fréquents, et j'ai mis en rouge ceux qui pourraient poser problème. Il y en a deux.
c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque. Et vous le voyez, l'hypoglycémie, on peut s'y attendre parce que c'est un peu le mécanisme d'action de ce produit. Mais quant aux augmentations de la fréquence cardiaque, ça peut être plus ou moins dangereux. Donc c'est pour ça que vraiment ce médicament doit être encadré médicalement et bien évidemment surveillé. Quant à la grossesse, absolument pas. Et l'allaitement, vous vous en doutez, non plus. Alors, vous voyez, il y a eu ce scandale de l'Ozempic, le jeu dangereux des influenceurs. Depuis plusieurs mois, les propriétés coupe-faim de l'antidiabétique Ozempic, semaglutide, évidemment, il appartient à la même famille, font l'objet d'une communication virale et son détournement à des fins amaigrissantes sauvagement promues sur les réseaux sociaux provoque des tensions d'approvisionnement. Mais ça, vous l'avez probablement constaté. Évidemment, quand ce produit sera sur le marché, qui est équivalent à Ozempic, mais avec l'indication obésité, eh bien le problème sera probablement réglé. Nous abordons maintenant, et nous avons bien avancé, le Sunosi, le Sorium-Fétol. Le Sorium-Fétol, alors je vous ai préparé que juste un écran parce que, voilà, il y a peu de choses à savoir sur ce produit, mais il faut quand même les savoir. L'indication, le Sorium-Fétol, alors je reviens un peu en arrière, hein, vous voyez, ce sont des comprimés, pelliculés, 75 et 150 mg. Eh bien, il est utilisé dans la narcolepsie et le SAOS. La narcolepsie, c'est la personne qui tombe dans son assiette d'un coup et qui dort. Le SAOS, c'est le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Ce sont ces personnes qui, la nuit, ont un appareillage dans leur chambre pour leur aider à mieux respirer et éviter ces apnées du sommeil. Vous voyez, la posologie est de 37,5 mg à 150 mg une fois par jour. Très important à dire à votre patient, et ça c'est la première chose à dire, vous avez une ordonnance, vous avez du Sunosi, qu'est-ce que vous allez lui dire? Attention, prenez le matin, prenez votre médicament le matin, le plus vite possible après votre lever, de manière à ce qu'il y ait au minimum 9 heures entre le lever et le coucher. Si on ne respecte pas cela, eh bien le patient ne dormira plus. C'est un produit qui est fait pour éviter le sommeil. Donc évidemment, si on le prend trop tard dans la journée, eh bien ça va évidemment agir au cours de la nuit et le malade ne dormira pas la nuit. Donc ça, c'est extrêmement important. Le mécanisme d'action, on ne le connaît pas vraiment totalement. On sait qu'il agit par inhibition de la recapture de la dopamine et de la noradrénaline. Alors, quels sont les risques qui peuvent survenir? Le sommeil, les troubles du sommeil, bien évidemment. Une augmentation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, bien évidemment. Un glaucome aigu par fermeture de l'angle, parce que ce médicament a une composante noradrénergique, et on sait très bien que cette noradrénaline peut faire passer le malade en mydriase, et si le patient a un angle irido-cornéen étroit, eh bien cette mydriase peut faire fermer l'angle irido-cornéen, l'humeur aqueuse va s'accumuler et on file vers un glaucome gravissime, qui s'appelle le glaucome aigu par fermeture de l'angle. Et puis, quelques abus ont été signalés. Donc voilà pour cette spécialité, narcolepsie, indiquée dans la narcolepsie et le SAOS. Ensuite, une spécialité que vous ne verrez pas beaucoup, l'Onpatro, qui est le pativiran, qui est une solution à diluer pour perfusion. Et oui, ce n'est pas banal, elle est à l'officine et c'est une solution à diluer pour perfusion, on verra tout à l'heure. Alors c'est une grosse molécule, vous voyez, c'est un acide ribonucléique, donc conservé au réfrigérateur entre 2 et 8 degrés parce que c'est une molécule qui n'est pas stable. Alors je vous ai mis l'amélioration du service médical rendu, je ne l'ai pas mis pour les autres parce que ce n'était pas convaincant, mais là vous avez quand même une amélioration du service médical rendu de niveau 3, qui est un niveau relativement intéressant. Alors par contre, vous voyez, le prix est très élevé. Alors c'est un médicament pour une maladie rare qui s'appelle l'amylose héréditaire à transthyrétine. Alors pour faire court, vous pouvez l'avoir, ça peut arriver. Alors pour faire court, qu'est-ce que l'amylose héréditaire à transthyrétine? Vous voyez, transthyrétine, transporteur. En fait, nous avons un transporteur qui s'appelle la transthyrétine, qui va transporter les hormones thyroïdiennes et le rétinol, donc la vitamine A. C'est le transporteur donc des hormones thyroïdiennes et des vitamines A. Eh bien, il se trouve que certains patients
ont une transthyrétine anormale, donc ont un transporteur anormal qui a tendance à se déposer au niveau des neurones sous la forme de dépôts amyloïdes. Effectivement, c'est extrêmement grave. Cela va donner des polyneuropathies avec toute une séquelle de troubles neurologiques gravissimes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour lutter contre cette maladie, on a trouvé l'astuce de supprimer la fabrication de ce transporteur. Donc, on va bloquer l'action des cellules productrices de ce transporteur et le tour est joué, parce que le malade ne fabriquera plus cette transthyrétine anormale. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que c'est embêtant pour le transport des hormones thyroïdiennes et du rétinol? Oui, bien sûr que c'est toujours embêtant. Donc, on va surveiller les hormones thyroïdiennes et on va surveiller évidemment les taux de vitamine A. Donc, on sera amené très probablement à supplémenter en vitamine A, évidemment, sauf au moment de la grossesse où on sait que la vitamine A est tératogène. Donc, il faudra faire une supplémentation en vitamine A. Donc, voilà un médicament qui est capable de pratiquement guérir ou améliorer considérablement cette amylose héréditaire à transthyrétine. Alors, vous le voyez, c'est un médicament qui est donné par perfusion. Les premières perfusions se font à l'hôpital et ensuite l'administration est possible, mais évidemment, comme on ne peut pas se faire une injection intraveineuse, une perfusion tout seul, elle sera faite par un professionnel de santé. Donc voilà ce que je vous ai dit, je reviens en arrière, pour cette Onpatro, qui est un médicament de niche en fait, c'est-à-dire il va traiter une maladie extrêmement rare, mais si vous l'avez, vous aurez la fiche et au moins vous saurez ce que c'est. Alors il nous reste quelques médicaments pour traiter la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Alors vous le voyez en face de la CEP, vous avez le Kesimpta, qui est un anticorps monoclonal. En face de la polyarthrite, le Jidéleca, qui est un TINIB, un inhibiteur de tyrosine kinase, mais aussi en face de la rectocolite hémorragique. Et la rectocolite hémorragique peut également être traitée par Entyvio, qui est un anticorps monoclonal, de même que la maladie de Crohn. Donc, vous voyez, ces secteurs de la médecine sont très étudiés par la recherche médicale aujourd'hui et on sort beaucoup de médicaments immunosuppresseurs pour améliorer la qualité de vie de ces malades atteints de ces maladies auto-immunes. Voyons tout d'abord le Kesimpta, neurologie. C'est un anticorps monoclonal, ofatumumab. Vous voyez le petit Y, donc je conserve au froid, donc injectable, donc voie sous-cutanée. Ofatumumab. Indiqué dans la sclérose en plaques récurrentes. C'est-à-dire là, vous avez des zones d'ombre et puis des poussées de sclérose en plaques. Puis à nouveau, rémission. Donc sclérose en plaques récurrente. Cette sclérose en plaques, voilà. Comment agit le Kesimpta sur la sclérose en plaques? Eh bien, nous avons ici, avec le Kesimpta, ce qu'on appelle un immunosuppresseur sélectif. En effet, si vous regardez, il lise les lymphocytes B, CD20+. Eh bien, ce sont ces lymphocytes B, CD20+, qui, lorsqu'ils passent du sang vers le système nerveux central, vont provoquer tous les dégâts au niveau de la myéline. Je ne sais pas si vous le savez, mais lorsqu'un patient est atteint de sclérose en plaques, eh bien on sait maintenant qu'il a une barrière hémato-encéphalique altérée, c'est-à-dire que cette barrière devient plus ou moins perméable. Et on sait aujourd'hui qu'elle peut laisser passer même des éléments figurés du sang, et elle peut laisser passer des lymphocytes B et T. Et on sait que ces lymphocytes B et T, en particulier B, joueraient un rôle important dans la genèse de la sclérose en plaques. Donc, vous le voyez, l'ofatumumab va bloquer évidemment l'antigène B CD20+, et ce lymphocyte B qui sera bloqué va mourir. Donc, on va causer la mort de ce lymphocyte B qui induit, qui est à la base de la sclérose en plaques, et donc on va améliorer considérablement la maladie. Donc il fallait y penser, provoquer la lyse de ces lymphocytes impliqués dans la sclérose en plaques.
Donc c'est un moyen de plus, un nouveau mécanisme d'action de plus pour traiter la sclérose en plaques. Alors vous le voyez, au début, on va forcer les premières semaines, vous voyez, on va faire des injections de 20 mg, puis après on va passer à un intervalle de 2 semaines, et puis après voir un intervalle de tous les mois. Et le traitement consistera en traitement d'entretien par une injection tous les mois de ce Kesimpta. Alors bien évidemment, la première ou les premières, mais surtout la première injection sera faite par un professionnel de santé parce qu'il faut bien savoir, et on l'a dit tout à l'heure, que c'était un anticorps monoclonal. Ensuite, lorsque le patient aura appris la technique, il pourra s'injecter lui-même ce produit. Alors, est-ce qu'il y a des effets indésirables? Oui, c'est un produit qui a une composante immunosuppressive. Donc, comme tous les immunosuppresseurs, vous pourrez avoir des effets indésirables à type d'infection, infection des voies respiratoires supérieures, mais aussi des voies urinaires, par exemple, peut-être de l'herpès buccal. Et puis, bien évidemment, comme c'est un anticorps monoclonal qu'on va injecter, vous aurez ces réactions au site injectionnel et puis ces réactions systémiques, par exemple de la fièvre, des céphalées, des myalgies, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est dû à l'appartenance aux immunosuppresseurs. La grossesse, pourquoi pas? Le médecin va étudier le bénéfice par rapport au risque. Donc, les femmes en âge de procréer auront une contraception pendant le traitement et pendant au moins 6 mois après l'arrêt, et l'allaitement est possible après avis du médecin prescripteur. Antibio maintenant, gastro-entérologie. Au secours, je ne peux pas passer, voilà. L'antibio, donc, 108 mg, et bien vous le voyez, c'est un anticorps monoclonal, toujours cette forme de Y. Donc, qui dit anticorps monoclonal, dit conservation au froid entre 2 et 8 degrés. Vous voyez, c'est une solution à 108 mg. Alors, ne me demandez pas pourquoi 108, pourquoi pas 100 mg, c'est comme ça, 108 mg pour 0,68 mg. Et c'est très précis. Également disponible à l'hôpital, et ça, je crois que c'est important que vous le sachiez, disponible sous la forme d'un soluté à diluer pour perfusion à 300 mg. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à traiter 2 maladies à composante auto-immune, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Alors bien sûr, chez les adultes, des maladies actives, modérées à sévères. Alors on vous précise évidemment s'il y a une réponse insuffisante ou une perte de réponse ou une intolérance au traitement classique conventionnel qu'on connaît bien. Vous voyez, il n'y a que 2 contre-indications. L'hypersensibilité, on pouvait s'en douter, tous les médicaments l'ont, même le paracétamol. Et puis, autre contre-indication, les infections actives sévères. Pourquoi? Parce que ce médicament a une composante immunosuppressive. Au secours, je ne peux pas passer. Voilà, ces petits aléas du direct. C'est un immunosuppresseur biologique sélectif de l'intestin. Et oui, on a créé, et ça c'est extrêmement intéressant, enfin, un immunosuppresseur qui n'a pas une action vraiment systémique, mais qui a une action sélective au niveau de l'intestin. Et ça, je crois qu'il faut le mesurer, cet aspect très sélectif au niveau de l'intestin. Alors pourquoi au niveau de l'intestin? Parce qu'il va bloquer l'intégrine alpha-4 bêta-7. Vous allez dire, ça me fait une belle jambe de savoir ça. Et non, il faut savoir que l'intégrine, évidemment, c'est cette protéine qui va servir à faire rentrer un lymphocyte dans, par exemple, une cellule de l'intestin. Et on sait que quand certains types de lymphocytes, en particulier des lymphocytes T, rentrent dans des cellules comme les cellules intestinales, eh bien, il va y avoir une cascade inflammatoire qui va se mettre en route et la maladie auto-immune va perdurer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On bloque cette intégrine. Intégrine, ça veut dire que je n'intègre plus le lymphocyte dans la paroi intestinale, dans la cellule intestinale, et ainsi le tour est joué. On n'a plus cette réaction en chaîne inflammatoire. Donc c'est bien un immunosuppresseur biologique parce que c'est un anticorps monoclonal, sélectif au niveau de l'intestin. Attention, ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il était très sélectif qu'il n'y aurait pas une petite composante au niveau de l'organisme général. Il peut y avoir des effets secondaires à type d'immunosuppression, mais beaucoup moins que si on avait un immunosuppresseur pur et dur. Donc voilà pour ce mécanisme d'action très sélectif. Alors le traitement d'attaque est réalisé à l'hôpital,
C'est pour ça que le malade va venir chez vous avec une ordonnance et vous, bien sûr, vous dispenserez ce produit et il vous dira, eh bien, voyez, avant de venir chercher mon médicament, eh bien, on me faisait le même traitement à l'hôpital. Bien sûr, beaucoup plus dosé, en injection IV hospitalière. Donc, il sera tout à fait content, ce patient, de pouvoir se traiter tout seul, chez lui, à domicile, par injection sous-cutanée et se faire lui-même ces injections. Alors évidemment, hein, c'est un immunosuppresseur. Hein. Ne soyez pas étonnés des effets indésirables comme des infections, comme des céphalées, des nausées, etc., etc. Il a le profil d'un immunosuppresseur. Et bien sûr, vous y retrouverez dans les interactions médicamenteuses les vaccins vivants avec lesquels il faudrait avoir une très grande prudence. Les femmes en âge de procréer, bien évidemment, contraception efficace pendant le traitement. La grossesse possible d'utiliser ce traitement si le bénéfice est supérieur au risque. Quant à l'allaitement, eh bien, c'est le médecin qui décidera. Autre molécule, le JDLK, et vous allez voir tout de suite la différence. Vous voyez, vous ne voyez plus de Y ici. Vous voyez une molécule chimique et c'est un TINIB. C'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de tyrosine kinase. Donc, oui, c'est une petite molécule chimique. Donc, possible de la donner par voie orale sous la forme de comprimés à 100 et à 200 mg. Oula, c'est trop vite. Indication, polyarthrite et rectocolite hémorragique chez l'adulte. Donc, vous voyez, cette molécule est utilisable dans le secteur rhumatologie pour la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi dans le secteur gastro-entérologie chez l'adulte. Donc, vous voyez, on vous précise, hein, si ce sont des polyarthrites ou des rectocolites actives modérées à sévères, bien évidemment, si les autres traitements ne répondent pas, en particulier dans la polyarthrite rhumatoïde, si les fameux DMARDS, Disease Modifying Antirheumatic Drug, c'est-à-dire les médicaments immunosuppresseurs classiques de la polyarthrite, n'ont pas d'effet, à ce moment-là, on pourra toujours essayer le JDLK. Alors, c'est un inhibiteur des Janus kinases. Donc, c'est un inhibiteur des kinases. Alors, pour faire court, hein, on sait qu'une kinase a une vocation de phosphoryler et de rendre actives certaines structures. Eh bien, si on inhibe ces kinases, on empêche la phosphorylation. Et dans ce cas précis, on va inhiber le filgotinib, vous le voyez, va inhiber la Janus kinase 1. Et donc, le facteur STAT, qui est un facteur inflammatoire, ne sera plus activé. Donc, on va décapiter l'inflammation, puisque ce facteur ne peut plus donner suite à l'inflammation. Donc, c'est un médicament qui a un mode d'action extrêmement intéressant et performant. La dose recommandée, vous voyez, est de 200 mg une fois par jour, et on peut baisser la posologie, par exemple, à 100 mg chez un patient dont l'âge est supérieur à 75 ans. Alors, vous le voyez, il y a quand même des précautions à respecter avec ce JDLK. Par exemple, on ne peut pas instaurer le traitement si le taux de polynucléaire neutrophile n'est pas bon, si le taux de lymphocytes n'est pas bon ou s'il y a un taux d'hémoglobine trop bas. Donc ça, il faudra que le prescripteur se réfère à un tableau qui est donné dans le RCP. Quant aux contre-indications, on n'est pas étonné de retrouver, à part l'hypersensibilité au filgotinib et aux excipients, des maladies infectieuses graves comme la tuberculose active ou des infections graves. Alors comme c'est une molécule chimique, c'est une molécule qui peut passer très vite à travers le placenta, donc on ne la donnera pas en cas de grossesse. Vous voyez, parmi les effets indésirables, on y retrouve absolument le tableau des immunosuppresseurs avec en particulier les infections des voies respiratoires supérieures, urinaires, etc., des nausées, des vertiges, et dans les autres effets un peu moins fréquents, zona, pneumonie, neutropénie, etc., etc. Donc évidemment, tous ces produits sont efficaces pour traiter ces maladies auto-immunes, mais malheureusement, il y a une rançon, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est le terrain immunosuppresseur qu'on va donner, instaurer dans un organisme pour éviter de faire des auto-anticorps. Et bien évidemment, on aura des risques d'infection, c'est évident. La grossesse, non, je vous l'ai dit. L'allaitement, non. Femme en âge de procréer, contraception. On va terminer sur des molécules intéressantes et en particulier sur quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et pour moi c'est un coup de cœur de l'année, si j'ose dire, c'est la spécialité Hemlibra. L'Hemlibra, voilà encore un anticorps monoclonal, vous voyez ce petit Y, et Emicizumab.
Qui dit anticorps monoclonal dit je le conserve au froid, donc entre 2 et 8 degrés. On peut le sortir évidemment pendant quelques jours. Cet emicizumab, vous allez le voir tout à l'heure, est donné dans une affection bien connue, qui est l'hémophilie de type A. Et vous le voyez, cet emicizumab a été mis sous la forme d'une solution injectable à 30 mg ou bien à 60 mg, 105 mg, 150 mg. Donc vous voyez des solutions à 30 mg par millilitre ou 150 mg par millilitre. Mais ce qui est coloré, hein, vous avez possibilité d'avoir des solutions à 30, 60, 105 ou 150 mg. Alors, qu'est-ce que je dois savoir? D'abord, le prix. Il est assez important puisque le flacon de 1 ml de 150 mg par millilitre coûte presque 12 000 €. Donc, en sortant de l'officine, il ne faut pas trébucher, il ne faut pas casser le flacon, parce que vous en cassez pour 12 000 €. Donc, attention, c'est bien emballé. Alors, vous voyez ici, en haut de l'écran, il y a une petite braine de neige, si j'ose dire. J'aime du froid, d'accord. Je vous ai mis un QR code. Si vous le flashez, vous allez tomber sur un site qui va vous donner tous les renseignements que vous devez connaître pour, évidemment, la dispensation. Alors donc, on voit les différents dosages, 30, 60, 105, 150, d'accord. Ensuite, indication, hémophilie de type A, d'accord. Injection, voie sous-cutanée. Le malade peut faire lui-même ses injections et c'est quand même très intéressant parce qu'avant, le malade qui avait une hémophilie de type A était obligé de se faire hospitaliser pour se faire ces injections qui consistaient en des injections de facteurs de coagulation. Bien. On va commencer par une dose de charge, vous voyez, au cours des 4 premières semaines, donc toutes les semaines, dose de charge de 3 mg par kilo, une fois par semaine, 4 semaines, et ensuite une dose d'entretien. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez bien, cette dose d'entretien est au choix du patient. Le patient décidera peut-être de se faire des injections toutes les semaines, ou bien toutes les 2 semaines, ou toutes les 4 semaines, comme il a envie que cela se passe. Alors, est-ce bien supporté? Alors, bien évidemment, c'est un anticorps monoclonal. Donc, je vous l'ai dit, les anticorps monoclonaux donnent des réactions au site injectionnel. Donc, ça, c'est attendu. Et puis, quelques effets, par exemple, au niveau des articulations, des douleurs arthrosiques. Et puis, peut-être, quelques heures ou quelques jours après l'injection, quelques patients ont décrit des céphalées. Et puis, toujours en risque de thrombose, évidemment, puisque c'est un médicament qui va faciliter la coagulation. Quant au mode d'action, il est révolutionnaire et tout à fait inattendu. En fait, vous le savez, l'hémophilie A, c'est quoi? C'est un déficit en facteur 8 activé. Donc, on va redonner vie à ce facteur, on va remplacer ce facteur, vous allez voir, on ne va pas redonner vie à ce facteur, puisqu'il manque, mais on va remplacer ce facteur par un anticorps monoclonal. Regardez bien ce petit visuel. Alors vous avez le facteur 10, le facteur 9A, vous le voyez en bleu clair le facteur 10, 9A, et en bleu foncé le facteur 10, et vous avez l'Hemlibra qui vient donner le bras, si j'ose dire, au facteur 9A, et donner le bras au facteur 10, et donc qui va remplacer ce facteur 8A qui manque. D'accord? Donc c'est extrêmement judicieux. Vous voyez, en fait, les deux bras du Y permettent de capter le facteur 9A et le facteur 10, de les relier, et la chaîne coagulatoire peut repartir. Donc c'est vraiment stupéfiant. On ne s'attendait pas à avoir des actions de ce type avec des anticorps monoclonaux. Voilà, vous voyez, les anticorps monoclonaux n'ont pas fini de nous surprendre et vont être utilisés vraiment dans des maladies auxquelles on ne pensait pas il y a quelques années. Donc, mode d'action très original. Autre molécule dont je veux vous parler, c'est important de connaître ce Paxlovid, d'autant qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, actuellement, à cause de ces vagues de Covid qui se succèdent, donc molécule de l'infectiologie pour la Covid. Paxlovid, c'est quoi le Paxlovid? C'est un antiviral qui est à base de nirmatrelvir, qui est l'antiviral efficace sur la Covid, que l'on a couplé au ritonavir. Alors le ritonavir est aussi un antiviral, vous savez, qui est très utilisé dans les médicaments du sida, mais qui n'est pas utilisé ici
comme antiviral propre, il est utilisé comme inhibiteur enzymatique parce que le nirmatrelvir a une demi-vie très courte. Donc on lui adjoint le ritonavir qui va bloquer la dégradation dans l'organisme et qui va permettre d'avoir des taux compatibles à un traitement convenable. Donc, une association nirmatrelvir, ritonavir, le ritonavir étant inhibiteur enzymatique. Mais justement, pensez à cela lors de la dispensation de votre Paxlovid, pensez à cette inhibition enzymatique parce que ce médicament, hélas, va rentrer en interaction avec beaucoup d'autres. Et là, il faudra être très performant et très perspicace à la lecture des autres ordonnances qu'aura le patient. Donc, ce sont des boîtes de 5. Vous voyez, chaque plaquette quotidienne contient 4 comprimés roses, c'est-à-dire 150 mg de nirmatrelvir par comprimé, et 2 comprimés de ritonavir blanc. ASMR niveau 3. Et pour moi, c'est un médicament que j'apprécie beaucoup et je trouve qu'il apporte quelque chose. D'ailleurs, l'ASMR le mentionne bien, ASMR de niveau 3. Alors, je retiens d'abord l'indication. Lisons ensemble, c'est très important de la connaître parce que vous aurez des questions là-dessus. Prise en charge des patients adultes atteints de la COVID-19, mais qui ne nécessitent pas de supplémentation en oxygène et qui présentent un risque accru d'évolution vers une forme sévère de la COVID-19. Ça, c'est important à bien connaître pour bien préciser aux patients. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois savoir? Alors vous allez regarder dans la partie droite de l'écran, comprimés pris ensemble toutes les 12 heures, et bien pendant 5 jours. Toutes les 12 heures, le malade va prendre un comprimé blanc et 2 comprimés roses. Donc la plaquette qui contient 2 comprimés blancs et 2 comprimés roses et 4 comprimés roses est faite pour la journée. Ça, c'est une demi-plaquette. Donc je prends une demi-plaquette le matin, une demi-plaquette le soir. Alors je peux le prendre au cours d'un repas ou hors d'un repas. Il n'y a aucune ambiguïté de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Oui. Alors on a annoncé des effets, des troubles du goût, mais la Covid peut évidemment donner ce genre de problèmes, des problèmes de diarrhée, des problèmes de maux de tête, des problèmes de nausées et de vomissements. Alors bien comprendre aussi que ce traitement doit être pris le plus tôt possible après le diagnostic. Donc il ne faut pas tarder à faire un diagnostic de Covid, évidemment quand on a les premiers signes. Dans les 5 jours, suivant l'apparition des symptômes, il faudrait que ce médicament soit utilisé. Ça, c'est quelque chose à bien connaître. Alors par contre, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce médicament contient du ritonavir. Donc vous, à l'officine, il faut vous braquer là-dessus, si j'ose dire. Pensez à ce ritonavir que contient ce Paxlovid, ritonavir puissant inhibiteur enzymatique, donc malheureusement, qui va donner énormément de contre-indications et d'interactions médicamenteuses. À tel point qu'il faudra peut-être demander conseil, et il y a des centres spécialisés pour cela. Depuis le 12 octobre 2022, vous avez un numéro vert, par exemple le 0800 130 000, que l'on peut appeler. Ce sont des spécialistes qui vous renseigneront et qui vous diront, voilà, votre patient prend quoi? Il prend du Paxlovid, d'accord, il a été prescrit du Paxlovid, mais qu'est-ce qu'il prend à côté? Donc, ce centre spécialisé va vraiment vous renseigner et vous donner la marche à suivre. Donc, pensez-y, c'est très important. Dès qu'un malade arrive avec du Paxlovid, bon, bien sûr, il faut avoir le dossier de ce patient, de ces pharmaceutiques, pour savoir ce que prend à côté le malade, pour être sûr de ne pas faire de grosses bêtises et en termes d'interaction médicamenteuse. Donc voilà un médicament efficace, c'est certain, mais avec cette petite précaution au niveau des interactions médicamenteuses. Et je vais terminer sur une très bonne nouvelle, je l'ai gardée pour la fin. Vous allez avoir, écoutez bien, c'est un scoop quand même, vous allez avoir courant 2023 le nirsevimab, c'est dur à dire, hein, le nirsevimab, c'est un anticorps monoclonal connu sous le nom de Beyfortus. Alors, il va vous arriver dans les officines, je ne peux pas vous dire quand, mais peut-être courant de l'année, au moins pour la prochaine saison. Eh bien, la Commission européenne vient d'approuver ce traitement pour la prévention des infections
par le virus respiratoire, ce fameux virus respiratoire syncytial, le VRS, qui est la cause de la bronchiolite. Donc, les petits nouveau-nés qui vont naître là, dans l'automne 2023, eh bien, on aura ce traitement, on pourra leur injecter dès leur naissance cet anticorps monoclonal et ça va les protéger pendant plusieurs mois. Parce que la demi-vie de cet anticorps monoclonal, le nirsevimab, est de 69 jours, donc multiplié par 5, ça fait quand même pas mal de semaines et de mois, donc c'est très intéressant. Alors, il faut quand même savoir qu'il existe toujours, le palivizumab, qui est le Synagis, mais lui, qui était disponible, mais pour les enfants prématurés et à haut risque. Là, le Beyfortus sera pour tous les nourrissons. Maintenant, ça sera souhait au vœu des parents. Si les parents décident, si le pédiatre dit à la maman, voilà, il est bien d'injecter le Beyfortus parce que nous sommes en période de bronchiolite, nous avons beaucoup de bronchiolite actuellement dans les services, voilà. Donc c'est une grande nouvelle parce que ces petits nouveau-nés eh bien, n'auront pas cette bronchiolite qui n'est pas une maladie si agréable que cela pour le petit enfant. Donc voilà, c'est quand même très important de pouvoir maîtriser cette bronchiolite, c'est pas facile à dire. Donc, on m'a aussi posé beaucoup la question, est-ce que voilà, c'est raisonnable d'injecter un anticorps monoclonal dès la naissance? Bon, il y a eu quand même pas mal d'essais qui ont été faits là-dessus, bien évidemment, voilà, on en saura plus dans quelques mois, mais on s'est aperçu qu'au niveau des, comment dirais-je, des effets indésirables, il y a très peu d'effets indésirables qui ont été détectés à la suite d'injection de Beyfortus. Voilà. Et puis autre chose aussi, mais je ne l'ai pas mis sous forme de diapositive, on avance à grands pas aussi dans la maladie d'Alzheimer, puisqu'on va avoir des produits maintenant qui vont empêcher la formation des plaques amyloïdes. Et donc, alors c'est pas pour l'immédiat, hein, mais ça va arriver relativement vite. Donc, vous voyez, on avance. Alors, on avance beaucoup dans le domaine du cancer, c'est sûr, grâce aux biomolécules, hein, aux anticorps monoclonaux. On avance dans des maladies comme voilà, la bronchiolite, comme des maladies rares. Donc voilà, la médecine, la thérapeutique fait vraiment des progrès importants et intéressants aujourd'hui. Et ça, je crois qu'il faut le mentionner. Mais surtout, je crois qu'il faut retenir de ce point-là, aujourd'hui, c'est l'arrivée en masse des biomédicaments. Voilà, comparé aux médicaments chimiques, alors il y a encore des médicaments chimiques, c'est évident, mais il y a énormément de biomédicaments qui arrivent sur le marché, et c'est grâce à ces biomédicaments qu'on va très certainement arriver à maîtriser des maladies graves, je disais tout à l'heure, le cancer en particulier. Voilà, il faut savoir que beaucoup de médicaments arrivent sur le cancer. Je viens de faire la rétrospective de tout ce qui est sorti en 2022. Vous le verrez l'année prochaine, c'est impressionnant. Il y a eu une foule de médicaments sortis sur le marché, en particulier dans le domaine de la cancérologie et le domaine des maladies auto-immunes. Voilà, si vous avez des questions, je suis tout à fait disposé à répondre à ces questions que vous pouvez me poser. N'hésitez pas. Alors, première question qu'on vient de me poser, aucun nouvel antibiotique? Eh bien oui. Malheureusement, vous le savez, aujourd'hui, nous manquons d'antibiotiques. C'est vrai que moi, ça fait 30 ans que je m'occupe de ces nouveautés thérapeutiques et je peux dire qu'en 30 ans, je n'ai pas beaucoup vu de nouveaux antibiotiques. Alors, il y en a quelques-uns qui sortent à l'hôpital, mais vraiment de façon avec beaucoup de parcimonie, quoi. Voilà. Malheureusement, c'est dommage. C'est dommage qu'on ne trouve pas d'antibiotiques nouveaux. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, évidemment, compte tenu de l'antibiorésistance, évidemment, vous le savez, maintenant, prescrire un antibiotique, il va falloir pratiquement faire ça sur des ordonnances très spéciales, presque comme on fait pour les stupéfiants, hein. C'est incroyable. Voilà, on en est arrivé parce que c'est vrai que pendant très longtemps, malheureusement, on a utilisé les antibiotiques à tort et à travers, c'est clair. Il faut être honnête. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions voilà, s'il y en a une. Y a-t-il une reprise de poids une fois le traitement par Saxenda arrêté? Comme tous les traitements, évidemment, pour la perte de poids, quand on arrête le traitement, eh bien évidemment, on peut reprendre du poids. Alors évidemment, peut-être que voilà, on a
on est rentré dans une diététique, on est rentré dans un cheminement qui fait qu'on aura peut-être du mal voilà, pas du mal, mais disons que voilà, on prendra du poids peut-être à nouveau quand on arrêtera le traitement, mais peut-être beaucoup moins qu'on aurait pu le faire. Pourquoi ne pas avoir ni Nimatrimir ni Ritonavir dans un même comprimé? C'est pour la stabilité. Parce que si on mélange les deux principes actifs, on s'aperçoit que la stabilité n'y est plus et donc on préfère le faire voilà, à part. Donc c'est pour une question de stabilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viendraient à l'esprit? Pourquoi le Paxlovid est indiqué si le patient ne nécessite pas de supplémentation en oxygène? Eh bien, tout simplement parce que si le patient nécessite une supplémentation en oxygène, ce patient devra être hospitalisé parce qu'il aura quand même des risques trop importants, évidemment, sur ses poumons, sur son système respiratoire, et il lui faudra d'autres médicaments, et en particulier le Paxlovid ne suffira pas, et c'est pas ce qu'on viendra chercher à l'officine qui sera suffisant. C'est pour ça qu'on a mis cette clause pour l'oxygène. Voilà. Y aurait-il d'autres questions qui vous viendraient à l'esprit sur ces nouveaux médicaments? Alors, je le répète, hein, vous avez les fiches. Hein. Alors, très bonne question. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un biomédicament? Eh bien, il y a deux grandes classes de médicaments. Les médicaments chimiques, alors par exemple l'aspirine, par exemple le paracétamol, tous les Tinib, etc., etc. Et puis vous avez à côté de ça des médicaments qui sont obtenus non pas par une synthèse chimique, mais qui sont obtenus à partir du monde du vivant, c'est-à-dire qui sont obtenus par des cultures cellulaires, à la suite de cultures cellulaires, etc., etc. Eh bien, ce sont en particulier aujourd'hui tout ce qui est anticorps monoclonal. Mais les biomédicaments, c'est aussi l'insuline. Voilà, il n'y a pas que les anticorps monoclonaux, hein, il y a bien d'autres médicaments. Les hormones en particulier sont des biomédicaments. Voilà, ce sont tous ces médicaments complexes qui n'ont pas une structure chimique simple, mais qui sont obtenus à partir du monde du vivant. Et ce sont ces biomédicaments qui, dans une dizaine d'années, réapparaîtront sous la forme de biosimilaires. Vous savez, quand un médicament chimique arrive sur le marché, 10 ans après, on en fait un générique. Eh bien, quand on a un biomédicament, par exemple un anticorps monoclonal, qui est une molécule complexe à faire, on fera une copie de ce médicament, mais ça ne sera qu'une copie. Ça sera ce qu'on appelle un biosimilaire. Il a une similarité, mais il n'est pas tout à fait identique, comme le peut être le générique avec son princeps. Voilà. Donc voilà, ce biomédicament, c'est un médicament issu du monde du vivant. Et comme il est fabriqué sur des cultures cellulaires, par exemple, eh bien, on n'est jamais sûr, évidemment, que le taux de glycosylation de la protéine qu'on va fabriquer sera identique à la molécule mère. Et puis, un autre problème aussi, c'est que quand on fait un biosimilaire, eh bien, on va copier une molécule, le laboratoire qui a fabriqué la molécule princeps ne va pas fournir le mode d'action au laboratoire qui est concurrent, qui veut faire le biosimilaire. Donc, le laboratoire va travailler énormément pour mettre au point ce biosimilaire. Et donc, il y a des petites différences. Mais en termes d'efficacité, c'est exactement identique. Autrement dit, la similarité est à 99,99%. Donc, ça n'entache pas du tout l'efficacité, la sécurité, etc., etc. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les biomédicaments qu'on appelle médicaments biologiques ou biomédicaments, voilà, comme on veut. Voilà. Mais pensez qu'il y a deux grandes classes de médicaments, les chimiques et les biomédicaments. Voilà. Y aurait-il d'autres questions? Plus de questions? Bien. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette conférence sur les nouveautés thérapeutiques. Bon, même si on ne retient pas tout, au moins on a l'essentiel et on voit où va la thérapeutique. Et ça permet au comptoir de peut-être discuter davantage avec son patient qu'on a en face de soi. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures, en particulier nouvelles aventures sur les nouveaux médicaments, puisque c'est quelque chose d'important à l'officine, de bien connaître les nouvelles spécialités qui arrivent aujourd'hui sur le marché. Bonne fin de soirée à vous, à bientôt.